Alors c'est parti pour cette vidéo dédiée aux sources de la croissance économique et aux défis qu'elle induit. Premier propos, commençons par la définition de la croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation de la production à la fois de biens et de services sur le long terme. Et cette croissance économique, on la mesure grâce à un indicateur, le taux de croissance du PIB. Le PIB, produit intérieur brut, permet de mesurer la création de richesse pour un pays donné, pour une année donnée. Et il se calcule en additionnant les valeurs ajoutées des organisations dans un pays, des organisations qui peuvent être à la fois marchandes, mais également non marchandes, comme par exemple le sont les administrations publiques. Première partie, commençons par les origines de la croissance économique, et plus précisément par les facteurs de cette croissance économique. En d'autres termes, d'où vient-elle? Pour ces origines, on va opposer deux grandes écoles, deux grandes théories. La croissance extensive d'un côté et la croissance intensive de l'autre. Pour les auteurs qui ont insisté sur la croissance extensive, ils expliquent, ces auteurs, que la croissance économique provient de la hausse de la quantité de facteurs de production utilisés dans une économie. En d'autres termes, ces auteurs insistent sur l'importance d'accumuler des facteurs de production. Très concrètement, cela signifie que pour eux, la croissance économique provient de la hausse du facteur travail utilisé dans l'économie. Comment? Par exemple, en augmentant le nombre d'actifs, de gens travaillant dans une économie, et d'autre part, en augmentant, par exemple, la durée de travail. D'un autre côté, il faut également augmenter, accumuler du facteur capital. Le facteur capital qui, pour rappel, regroupe les biens de production durable. Si on augmente les biens de production durable, on dit qu'un pays, mais plus concrètement, plus localement, une entreprise, investit. Alors très rapidement, les économistes ont pointé du doigt un danger. Ils ont mentionné le fait que cette croissance extensive liée à une accumulation pouvait se heurter à ce qu'ils ont appelé la loi des rendements décroissants. Concrètement, ils ont évoqué le fait que, en augmentant le nombre de travailleurs dans une entreprise, en augmentant le nombre de machines dans une entreprise, petit à petit, au fur et à mesure du processus, la productivité de la dernière unité, c'est-à-dire le dernier salarié embauché ou la dernière machine achetée, cette productivité diminuait petit à petit. Elle diminuait petit à petit jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Voilà, les économistes ont mis en avant ce qu'ils ont appelé un risque d'état stationnaire, c'est-à-dire que la croissance économique pourrait devenir de plus en plus faible jusqu'à devenir nulle. Et là, gros danger économiquement parlant. Alors voilà, on vient de voir que la croissance économique, elle pouvait être dite extensive, être liée à l'accumulation des facteurs de production, mais les économistes ont mis en avant aussi l'idée que la croissance économique, elle pouvait venir d'autre chose, que la croissance économique, elle pouvait aussi être dite intensive, c'est-à-dire qu'elle pouvait être liée non pas à l'accumulation des facteurs de production, mais à la hausse de la productivité de ces mêmes facteurs de production. Plus concrètement, on va détailler, on est en 1957, quand un auteur, Robert Solow, se rend compte que la croissance économique ne devient pas de plus en plus faible, que la croissance économique ne devient pas nulle. On est dans les 30 Glorieuses, une période de forte croissance économique, et Solow dit que ce n'est pas l'accumulation des travailleurs, ce n'est pas l'accumulation des machines qui explique l'essentiel de la croissance économique. Solow dit même que depuis le 19e siècle, et plus précisément depuis le milieu du 19e siècle, depuis la période de forte croissance générée par la révolution industrielle, eh bien,
on peut dire que seulement 25% de la croissance économique provient de cette accumulation des facteurs de production. Par conséquent, il reste un élément à découvrir, il reste quelque chose d'autre qui explique cette croissance économique. Solow dit qu'il reste même un résidu, entre guillemets. Eh bien, ce résidu, Robert Solow va le relier à la productivité, en d'autres termes, à l'efficacité des facteurs de production. Robert Solow utilise ici un concept, le progrès technique, qui, pour lui, explique les fameux 75% restants de la croissance économique. Progrès technique qui, petite définition importante, regroupe l'ensemble des innovations qui vont transformer à la fois les produits, mais également les activités productives et générer ainsi une forte productivité. Solow dit que l'impact du progrès technique à la fois sur la productivité et de facto également sur la croissance économique se mesure par un outil, la productivité globale des facteurs de production que l'on peut également appeler PGF. Cette PGF, on la mesure tout simplement en retranchant de la croissance du PIB, tout ce qui est lié à une utilisation de plus en plus importante du facteur travail et du facteur capital. En d'autres termes, en retirant tout ce qui est lié à une accumulation des facteurs de production, en retirant donc tout ce qui est lié à la croissance extensive. La PGF permet donc de mesurer statistiquement la croissance économique qui est liée à la croissance dite intensive. Alors, petite précision également en ce qui concerne le terme d'innovation. Le terme d'innovation, très important dans ce chapitre, provient en grande partie d'un auteur, Joseph Alois Schumpeter, qui évoque le fait que une innovation peut avoir différentes formes. Voilà, il y a 5-6 formes d'innovation pour Schumpeter. Déjà l'innovation classique, le nouveau produit, le nouveau bien. De la même façon, Schumpeter dit qu'il peut également y avoir, en termes d'innovation, de nouveaux débouchés, c'est-à-dire de nouveaux marchés. Autre innovation selon Schumpeter, l'innovation de procédé, qui consiste à transformer, révolutionner les méthodes de production. Pensez au Fordisme. De la même façon, il peut y avoir une innovation en ce qui concerne l'organisation de la production sur un marché plus précisément, comme par exemple la constitution d'un monopole. Autre innovation, l'innovation commerciale qui consiste à changer, transformer la manière de vendre. Et enfin, dernière innovation, l'innovation qui consiste à découvrir une nouvelle source de matières premières. Alors c'est parti pour cette deuxième sous-partie, dédiée cette fois aux origines du progrès technique. Comme pour tout à l'heure, il y a deux écoles. Celle qui considère que le progrès technique est exogène et celle qui considère que le progrès technique est endogène. Alors d'un côté, on considère que le progrès technique provient d'une source extérieure à l'économie. Ça, c'est pour le progrès technique dit exogène. Et de l'autre côté, on considère que le progrès technique provient d'une source interne à l'économie. Ça, c'est pour le progrès technique dit endogène. Alors, commençons par le progrès technique exogène. Ici, on retrouve un auteur, Robert Solow, qui, comme tout à l'heure, nous évoque le fait que le progrès technique est essentiel pour la croissance économique, mais qu'il ne provient pas directement de l'économie, de l'intérieur de l'économie. Robert Solow dit que ce progrès technique, il provient de découvertes scientifiques fondamentales, mais que ces découvertes scientifiques, elles, tombent du ciel, c'est son expression. En d'autres termes, le progrès technique provient tout simplement de l'éclair de génie de tel ou tel chercheur, de tel ou tel scientifique. Un éclair de génie qui, comme son nom l'indique, peut être très aléatoire. Alors, petit exemple, on peut penser à l'invention de la machine à vapeur de James Watt au XVIIIe siècle. C'est en effet cette invention révolutionnaire qui
qui a généré de forts gains de productivité et une très forte croissance économique sous la révolution industrielle, notamment en permettant de développer les chemins de fer, en permettant de développer également les bateaux à vapeur. Alors, pour l'école du progrès technique dit endogène, cette école considère que le progrès technique provient directement de l'économie. Il proviendrait directement des décisions des agents économiques qui sont bel et bien présents dans cette économie. Parmi ces agents économiques, on a par exemple les entreprises, mais également l'État, qui chacun vont jouer un rôle au fur et à mesure du processus menant au progrès technique, menant à l'innovation. Petit rappel essentiel, il faut se rappeler que l'innovation, c'est bel et bien une application à la fois industrielle, mais également commerciale d'une invention. En d'autres termes, pour qu'il y ait innovation, il faut déjà qu'il y ait invention. Et on va voir que de ce point A, l'invention, à ce point B, l'innovation, différents acteurs ont un rôle à jouer. Commençons par l'invention. L'invention, c'est bel et bien la création d'une idée scientifique. Qui va jouer un rôle pour cette invention, pour que cette invention germe? Eh bien, c'est forcément les ingénieurs, les techniciens qui vont s'investir pour que cette invention aboutisse. De la même façon, il faut, pour qu'il y ait invention, nous disent les tenants de cette croissance endogène, qu'il y ait des efforts de l'État, que l'État investisse dans la recherche et développement. Qu'est-ce que la recherche et développement? Elle présente différents stades. Tout d'abord, la recherche fondamentale. La recherche fondamentale consiste à aboutir à de nouvelles connaissances, consiste à aboutir à des découvertes. Une fois qu'on a financé cette recherche fondamentale, il est très important également de financer la recherche appliquée. Celle-ci consistant à appliquer ces nouvelles connaissances. Elle consiste, en d'autres termes, à désormais inventer. Pour financer cette recherche fondamentale, il faut très souvent avoir recours à des universités, à des laboratoires de recherche. On peut prendre ici, pour exemple, la découverte, l'invention d'Internet. En effet, l'État américain, pour découvrir, pour inventer Internet, a financé des laboratoires de recherche, des universités, comme l'université de Berkeley en Californie ou le MIT de Boston. Le stade de l'innovation fait, lui, intervenir d'autres acteurs. Pour rappel, l'innovation, c'est l'application industrielle ou commerciale d'une invention. Application commerciale, pourquoi? Parce que très souvent, il y a commercialisation d'une invention. Cette commercialisation, pensons à Internet, elle a pu faire intervenir des personnages comme Jeff Bezos, qui, via Internet, a créé Amazon, ou encore Mark Zuckerberg, qui, via Internet, a créé Facebook. D'un autre côté, il peut y avoir application industrielle. Qu'est-ce que c'est? C'est usage au sein du processus de production d'une invention. Pensons ici, par exemple, à Henry Ford, qui a utilisé le convoyeur, la chaîne de montage au sein de ses usines d'automobiles. Alors, Jeff Bezos, Zuckerberg ou encore Ford, on voit bien là qu'on n'a plus affaire seulement à des États, à des universitaires, mais bel et bien à des entrepreneurs qui participent à l'innovation. Joseph Alois Schumpeter parlera d'entrepreneurs innovateurs. Schumpeter nous dit que l'entrepreneur a un rôle fondamental dans l'innovation. Un rôle fondamental, pourquoi? Parce que l'entrepreneur cherche perpétuellement à innover. Il cherche perpétuellement à innover parce que c'est l'innovation qui permettra à son entreprise de se positionner en situation de monopole, d'être le seul sur le marché et grâce à cette situation de monopole, de pouvoir fixer un prix supérieur à ce qui serait le cas en situation de CPP, c'est-à-dire de concurrence pure et parfaite.
Prenons ici un exemple dans l'actualité, celui d'Elon Musk qui, grâce à ses voitures électriques, peut proposer sur son marché bien particulier des produits à un prix très très important, en tout cas bien plus important que mon salaire. Alors, dernier point ici qui est très important à mentionner, ce passage de l'invention à l'innovation n'est pas systématique. D'accord ? Certaines inventions restent perpétuellement au stade de prototype. Prenons l'exemple du flyboard, par exemple, qui est une invention, mais pas encore une innovation. Elle pourrait le devenir, d'accord ? Si par exemple, elle avait une application commerciale, si elle devenait par exemple un objet de loisir. L'État a également un rôle fondamental pour générer du progrès technique en investissant dans le capital humain. Le capital humain, c'est l'ensemble des capacités à produire d'un individu. Et ces capacités à produire, elles sont liées à la santé, mais également au savoir. L'État doit impérativement investir dans ce capital humain, doit soigner sa population, doit également bien la former. Pourquoi ? Parce que c'est en étant soigné et en étant bien formé que à la fois les scientifiques, mais également les entreprises avec leurs entrepreneurs seront en mesure de réaliser des inventions, seront en mesure de réaliser des innovations. Bref, seront en mesure de générer du progrès technique et donc de la croissance. Il faut également mentionner le fait que les institutions jouent un rôle essentiel dans la croissance économique en impactant directement à la fois l'investissement et l'innovation. Qu'est-ce qu'une institution ? Ici, un auteur, Douglas North, nous indique que les institutions sont des contraintes qui sont établies par les hommes et qui vont structurer les interactions humaines. Ces institutions sont de différents types. Il y a les règles de droit, il y a également le système fiscal, enfin, il y a également les structures politiques et les normes qui sont sociales, c'est-à-dire des normes informelles, des normes non écrites. Commençons par les règles de droit. Ces règles de droit, ces normes juridiques sont très importantes, et notamment l'une d'entre elles. Cette norme qui est essentielle, c'est le respect des droits de propriété. Pour rappel, le droit de propriété, c'est un droit qui est garanti par l'État de disposer d'un bien. Qu'est-ce que le fait de disposer d'un bien ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de le transformer, de le détruire, de le vendre ou de le donner. Et ce respect des droits de propriété est totalement essentiel pour développer les échanges sur un marché et pour inciter les individus, inciter les entreprises à produire. En effet, sans respect des droits de propriété, il y a un fort risque de spoliation, c'est-à-dire un risque d'être volé de son bien. Prenons un exemple ici. Un pays pauvre ne verra pas de compagnie s'installer sur son territoire, par exemple pour extraire une ressource comme le fer, si cette entreprise craint d'être volée, si les droits de propriété ne sont pas respectés. En effet, cette entreprise veut être sûre, avant même d'investir, avant même d'innover, qu'elle pourra bénéficier de ses profits, qu'elle pourra bénéficier de ces fameux bénéfices. Pour faire respecter ces droits de propriété, on voit bien ici que non seulement le droit a un rôle essentiel, mais également une institution particulière, la justice. Mentionnons également que le brevet est un type de droit de propriété qui porte plus précisément sur une innovation. Le brevet va protéger l'innovateur et va lui garantir le fait de bénéficier d'un monopole temporaire sur son innovation. En d'autres termes, tout simplement, le brevet permet à l'entrepreneur de savoir qu'il récupérera la monnaie de sa pièce. Par conséquent, grâce au droit de propriété que confère le brevet, l'entrepreneur sait qu'il pourra bénéficier d'une rente de monopole. Et rappelez-vous bien que pour Schumpeter, c'est bien le fait de pouvoir profiter de cette rente de monopole qui motive l'entrepreneur,
qui le motive, c'est-à-dire qui incite l'entrepreneur à innover. De facto, sans brevet, pas d'entrepreneur qui innove, sans brevet, pas d'innovation. Autre type d'institution totalement essentielle pour la croissance économique, c'est le système fiscal. En effet, le bon fonctionnement de l'impôt est totalement essentiel, car c'est bien l'impôt qui permettra de financer des infrastructures. Et ces infrastructures sont essentielles pour que les entreprises puissent investir. Prenons l'exemple, par exemple, des routes. C'est le fait de pouvoir construire des routes efficaces qui incitent une entreprise à investir. Sans cela, l'entreprise se dira pourquoi investir? Ces routes de mauvaise qualité vont totalement gêner ma productivité. De la même façon, c'est bien le système de l'impôt qui permet de financer des dépenses de santé, d'éducation, des dépenses de capital humain. Or, on sait bien que c'est en finançant, en investissant ce capital humain, que la population sera bien éduquée, que la population sera en bonne santé et que donc elle pourra innover. Autre type d'institution, la structure politique. Ici, on voit bien que dans un pays où il y aurait une forte corruption, où l'on devrait payer tel ou tel fonctionnaire pour obtenir telle ou telle ressource, ou un pays où les dirigeants s'approprieraient les bénéfices de telle ou telle entreprise, eh bien, personne ne viendrait investir, personne ne viendrait innover. Enfin, autre type d'institution essentielle pour la croissance économique, ce sont les normes sociales. Ces normes qui ne sont pas écrites, mais qui règnent au sein d'une population, sont totalement essentielles. Certains sont totalement efficaces pour la croissance économique et vont favoriser la productivité. On peut penser par exemple à l'exemple du Danemark et des pays nordiques où il y a une forte confiance entre les membres d'une société, mais également entre les managers et les salariés, qui leur laissent une certaine liberté. Et bien cette confiance, cette liberté qui règne entre les différentes parties prenantes, elle va favoriser l'investissement de tout un chacun, mais également elle va susciter une innovation. Innovation, encore une fois, essentielle pour la croissance. Alors plus globalement, qu'est-ce qu'une mauvaise institution? Une institution qui serait défaillante. Eh bien ici, deux auteurs, Caidland et Prescott, prix Nobel d'économie en 2004, nous indiquent que les institutions défaillantes sont les institutions qui créent trop d'incertitudes à long terme. Cette incertitude venant gêner l'investissement et l'innovation, et donc la croissance. Plusieurs domaines peuvent être frappés comme cela par l'incertitude. Le domaine juridique déjà. Une entreprise peut être dissuadée d'investir et d'innover. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas si les droits de propriété seront respectés et la mettront à l'abri du risque de spoliation. Autre domaine, le domaine politique. Il peut y avoir des institutions défaillantes. Par exemple, une entreprise peut être dissuadée d'investir et d'innover parce qu'elle craint une forte instabilité politique. Elle craint des coups d'État à répétition. Elle craint également que les dirigeants s'approprient ses bénéfices. Enfin, dernier domaine, il peut y avoir également une incertitude sur le plan économique. Par exemple, les entreprises peuvent craindre des crises économiques à répétition, mais également une forte inflation. Alors voilà, l'institution défaillante crée beaucoup d'imprévisibilité à long terme. Or, l'investissement et l'innovation sont des stratégies de long terme et l'investissement doit favoriser la croissance extensive quand l'innovation doit favoriser la croissance intensive. Alors pour remédier à ce problème, Caidland et Prescott nous indiquent qu'il y a bien des solutions qui sont mettre en œuvre des règles qui vont favoriser la stabilité sur le plan juridique, politique et économique. On peut citer par exemple, parmi ces règles, celle qu'a mis en œuvre la zone euro avec sa banque centrale, cette règle étant que la banque centrale est totalement indépendante du pouvoir politique, premier point, mais également, et règle très très importante, que la Banque centrale a pour objectif de contrôler l'inflation, ce qui garantit
aux entreprises présentes dans la zone euro que l'inflation n'augmentera pas trop. Alors deuxième partie, on va s'intéresser aux limites de la croissance économique et notamment à l'impact qu'a le progrès technique sur le chômage. Pour bien comprendre ceci, il faut revenir à une idée de Joseph Alois Schumpeter. Cette idée, c'est la destruction créatrice. Pour Schumpeter, en effet, une innovation en émergeant va créer de nouvelles activités, mais va en faire disparaître des anciennes. Schumpeter nous dit qu'une innovation va se substituer à une ancienne et va la faire disparaître. Plein d'exemples peuvent être utilisés ici. Par exemple, le télégraphe a été totalement remplacé par le téléphone. Par exemple, le Minitel a été totalement remplacé par Internet. Ou encore, la musique, sous sa forme physique, a été remplacée par la musique sous le format du streaming. Bon, on voit bien ici que la destruction créatrice, en remplaçant des activités anciennes, va forcément avoir un impact sur le chômage. Eh bien, Schumpeter nous dit que l'innovation va générer des fluctuations économiques de différents types. En effet, dans un premier temps, l'innovation va générer une phase ascendante de croissance économique, une phase dite aussi d'expansion. En effet, l'innovation émerge, elle va créer de nombreuses activités et cela va bien être supérieur aux destructions d'activités dans les secteurs qui deviennent obsolescents. Ensuite, cette innovation, dans un second temps, va créer malheureusement une phase de récession économique, une phase descendante de croissance. Les faillites vont être bien plus importantes que les créations d'emplois. On assistera donc à une destruction d'emplois très importante. Prenons ici un exemple, celui de Kodak qui, au début des années 2000, employait pas moins de 64 000 salariés. Malheureusement, en 2012, l'entreprise fait faillite, frappée de plein fouet par la révolution que représente la photo numérique. Néanmoins, il faut aussi évoquer le fait que très souvent, on a tendance, dans ce cycle, dans ce processus de destruction créatrice, de surestimer les destructions d'emplois et de sous-estimer les créations, c'est-à-dire de mentionner seulement le fait que le progrès technique génère du chômage, mais ne crée pas d'emplois. En d'autres termes, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Eh bien, ici, il faut évoquer le fait que les créations d'emplois peuvent être très importantes. Et prenons un exemple, celui de la vente en ligne, qui certes a créé du chômage, mais beaucoup d'emplois ont été créés grâce à la vente en ligne. Par exemple, les entreprises ont dû embaucher pour développer leur site internet. Par exemple, les transporteurs ont dû embaucher également pour faire face aux commandes. Par exemple, les entreprises qui sécurisent les paiements ont vu leurs demandes augmenter. De la même façon, les entreprises qui gèrent la publicité sur Internet ont vu leur carnet de commandes augmenter. Alors, on va voir désormais que l'innovation a également un fort impact sur les inégalités économiques et qu'elle peut creuser les inégalités économiques par le haut. C'est-à-dire que les personnes qui sont riches deviennent encore de plus en plus riches. Et on le voit bien aujourd'hui avec les innovateurs, les entrepreneurs dont les innovations connaissent un fort succès. On pense à des personnes dans les nouvelles technologies comme Jeff Bezos, Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Ces personnes qui ont innové gagnent beaucoup d'argent. Alors ici, on peut expliquer tout à fait la hausse du revenu des plus riches, les très forts revenus de Zuckerberg, de Gates ou de Bezos par la rente de monopole. Ce sont des entrepreneurs qui ont innové pour se positionner en situation de monopole et qui vont toucher de très gros profits grâce à cette situation. Ainsi, on observe un très fort lien entre la hausse des dépôts de brevets auxquels on assiste aujourd'hui et la hausse des revenus détenus par les 1% les plus riches. De la même façon, on peut dire que l'innovation a bénéficié à certains secteurs qui ont vu leurs bénéfices augmenter et qui ont vu des personnes dites super riches émerger, alors que c'était des secteurs qui n'étaient pas caractérisés par la présence de super riches.
On peut penser ici par exemple à l'édition, au secteur de l'édition, qui par exemple a connu le fort succès de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui est devenue la première milliardaire de ce secteur. Et grâce à quoi? Grâce au progrès technique, grâce à l'innovation, qui a permis de mettre au cinéma ses récits, qui a permis de créer des jeux vidéo sur la base de ces récits, mais qui a aussi permis l'innovation de reproduire des livres à un très faible coût, ce qui permet ensuite de proposer des livres à un très faible prix et d'engendrer ainsi de très forts bénéfices. Alors, mentionnons aussi que l'innovation va créer des inégalités, cette fois territoriales. En effet, on voit, par exemple aux États-Unis, mais aussi en France, la création de pôles d'innovation, dits clusters. Alors, les clusters, ce sont des endroits sur lesquels on va concentrer géographiquement des entreprises, des centres de recherche et des universitaires. Comme ça, cet ensemble d'acteurs va pouvoir diffuser des informations, partager l'information, ce qui va favoriser l'invention et l'innovation. Néanmoins, si on concentre comme ça géographiquement des gens très diplômés, on concentre aussi géographiquement des gens aux forts revenus. Pensons par exemple aux États-Unis, au cas de la Silicon Valley, qui va concentrer comme ça des gens spécialisés dans les nouvelles technologies, et ce qui va créer une rupture entre d'un côté la Silicon Valley et de l'autre une Amérique plus rurale où il n'y a pas ces gens diplômés et où il n'y a donc pas ces gens qui ont de forts revenus. Alors, dernier point, on va mentionner également le fait que l'innovation va totalement polariser les emplois. Qu'est-ce que ça veut dire polariser les emplois? Ça veut dire que de plus en plus, les emplois se distinguent en deux catégories. On a d'un côté les emplois d'individus qui sont très peu qualifiés et à l'extrême opposé, on a de plus en plus des emplois qui sont dits très qualifiés. Eh bien, ça, c'est totalement lié à l'innovation de procédés. Cette innovation de procédés, c'est l'innovation qui a lieu au sein du processus de production. Elle peut avoir deux impacts différents. Pourquoi? Parce que d'un côté, l'innovation peut se substituer au facteur travail, c'est-à-dire remplacer le facteur travail. Mais d'un autre côté, l'innovation peut être complémentaire au facteur travail, c'est-à-dire que les deux sont nécessaires. L'une ne peut pas remplacer l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on observe que l'impact de l'innovation sur les emplois dépend de ce caractère substituable ou complémentaire. Alors pourquoi on assiste à une polarisation de l'emploi? D'un côté parce que le progrès technique s'est substitué à un ensemble d'emplois dits intermédiaires. Ces emplois d'individus qui touchaient des salaires plutôt moyens. On peut penser par exemple aux employés de bureau, aux individus qui avaient des tâches répétitives. Eh bien, le progrès technique peut se substituer à ces tâches répétitives. D'accord? Pensons par exemple à l'impact qu'a pu avoir l'informatique sur ces employés de bureau. Dans un deuxième temps, le progrès technique a pu se substituer aux individus qui étaient plutôt peu qualifiés et qui avaient des tâches répétitives. Pensons ici par exemple à l'impact du progrès technique dans les usines d'automobiles, où le progrès technique peut assembler lui-même les différentes pièces d'une automobile, alors que cela, hier, était le rôle de l'ouvrier. Néanmoins, le progrès technique ne se substitue pas à deux types d'emplois. Dans un premier temps, le progrès technique ne se substitue pas aux emplois les plus qualifiés, aux emplois d'ingénieurs, aux emplois de chercheurs. En effet, le progrès technique lui est complémentaire. L'ingénieur utilise le logiciel pour travailler. Le logiciel ne remplace pas l'ingénieur. Et le logiciel va même permettre à l'ingénieur de profiter de cet outil pour gagner en productivité. Et s'il gagne en productivité, il va également gagner en salaire. On observe donc que le progrès technique a pu faire augmenter les salaires des personnes les plus qualifiées. Mais d'un autre côté, le progrès technique n'est également pas substituable, il est également complémentaire à un autre type de tâches d'individus, cette fois très peu qualifiés. Ces individus qui gardent leur emploi, qui ne voient pas le progrès technique se substituer à leur emploi, ils exercent des activités qui sont manuelles, mais qui nécessitent des interactions personnelles, qui nécessitent de la flexibilité,
qui nécessitent une reconnaissance visuelle que n'a pas encore le progrès technique. On peut penser, par exemple, aux métiers de serveur qui nécessitent ce genre de choses, mais également aux agents d'entretien. Ces personnes-là gardent leur emploi. Donc on observe donc que le progrès technique fait encore travailler deux types de personnes, les plus qualifiées et les très peu qualifiées. C'est pour ça qu'on parle de polarisation. On est à la fin du XXe siècle quand on se rend compte que la croissance a des conséquences négatives sur l'environnement. En 1972 sort le rapport Meadows qui prévoit un blocage de la croissance économique pour 2010. Et pourquoi un tel blocage? Eh bien, le rapport Meadows nous dit que l'activité humaine, la croissance économique, est en train totalement d'épuiser les ressources naturelles, est en train de générer une forte pollution, ce qui pourrait bloquer la croissance économique. On est à la fin des 30 Glorieuses, une période de forte croissance économique, et on se rend compte plus précisément que la croissance économique a deux types d'impacts négatifs. Premier impact, la croissance économique épuise le capital naturel. Ce capital naturel, très souvent, il relève de ce qu'on appelle le bien commun. Ces biens communs, ce sont des biens qui sont rivaux, mais non excluables. C'est-à-dire, rival, lorsque je consomme une pomme, j'empêche l'autre de la consommer, non excluable, c'est-à-dire que je ne peux empêcher personne, par exemple, d'aller cueillir une pomme. Bon. Eh bien, le capital naturel relève de ce type de biens communs, et par conséquent, ces types de biens qui sont dits communs sont très facilement exploitables, et très souvent, la population va jusqu'à leur épuisement. Plusieurs exemples peuvent être mentionnés ici, par exemple le sable. Le sable est de plus en plus utilisé, la ressource diminue. Pourquoi? Parce que par exemple on utilise le sable pour l'industrie de la construction, pour faire du béton. Deuxième type d'exemple, pour l'alimentation, le stock de poissons en mer diminue constamment parce que ces poissons en mer sont un très bon exemple du bien commun, comme je l'ai évoqué tout de suite. Alors, autre impact de la croissance économique peut également générer ce qu'on appelle des externalités négatives. Une externalité négative, c'est lorsque l'action d'un agent économique nuit au bien-être d'un autre agent économique, mais sans qu'il y ait de compensation monétaire entre les deux agents présents. On peut penser, par exemple, à toute la pollution que génèrent les différentes industries. Les différentes industries ne paient pas, ne dédommagent pas l'environnement ou les individus qui souffriraient concernant leur santé pour avoir pollué. Alors, ces deux éléments, capital naturel, externalité négative, sont totalement responsables de ce qu'on a appelé le dérèglement climatique. En effet, exemple d'épuisement de capital naturel, la déforestation. La déforestation est à l'origine du dérèglement climatique, car la baisse du nombre d'arbres permet de stocker de moins en moins de CO2. Autre élément, la croissance économique génère bien des externalités négatives lorsqu'elle émet du CO2, lorsque les différentes industries polluent et émettent du CO2. Eh bien, ce CO2 est responsable de l'effet de serre à l'origine du dérèglement climatique. Alors, suite à ce rapport Meadows de 1972, on a le fameux rapport Brundtland qui intervient en 1987 et qui, lui, va définir le développement durable. Il le définit comme ceci: le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Ce rapport Brundtland rebondit sur le rapport Meadows qui prévoyait un blocage de la croissance économique et nous dit plus précisément qu'il peut y avoir une croissance qui soit durable, il peut y avoir une croissance qui soit soutenable, il peut y avoir un développement durable. Et notamment si on limite les deux éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire le capital naturel, l'épuisement de ce capital naturel et les externalités négatives, le fait d'émettre des externalités négatives. Suite à ce rapport Brundtland, différents engagements internationaux auront notamment pour but
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour faire face au problème du dérèglement climatique. On peut penser au protocole de Kyoto en 1997, mais également à l'accord de Paris en 2015. Mais qu'est-ce qu'une croissance dite soutenable? Ici, on a encore deux écoles qui s'affrontent. Les théoriciens de la soutenabilité faible et les théoriciens de la soutenabilité forte. Commençons par les théoriciens de la soutenabilité faible. Ces théoriciens, ce sont des économistes dits néoclassiques, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à toute intervention de l'État sur le marché et ils sont en faveur d'un marché libre. Pour eux, l'épuisement du capital naturel qu'induit la croissance économique n'est pas un danger à long terme, ne menace pas la croissance à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils évoquent le fait que cet épuisement n'est pas un problème tant qu'on lègue aux générations suivantes d'autres formes de capitaux qui sont créés par l'homme. En d'autres termes, ce n'est pas grave de détruire le capital naturel, mais il faut léguer aux générations suivantes d'autres capitaux. Que sont ces autres capitaux? Alors, il y a le capital physique, c'est-à-dire les biens de production durable qui peuvent provoquer une croissance extensive, donc on peut léguer ce genre de capitaux. On peut aussi léguer aux générations suivantes un capital humain, c'est-à-dire un bon état de la société concernant sa santé ou un niveau de qualification élevé. Enfin, on peut léguer aux générations suivantes, et on doit léguer, les néoclassiques insistent là-dessus, un fort capital dit technologique, c'est-à-dire le progrès technique. Les néoclassiques nous indiquent que le progrès technique va se substituer aux ressources qui se raréfient. Par exemple, prenons l'exemple de l'automobile à essence. Lorsque l'essence se raréfie et lorsque l'essence s'épuise sur Terre, le progrès technique prendra le relais, peut prendre le relais grâce à quoi? Grâce par exemple à la voiture électrique. Les néoclassiques nous indiquent bien que le marché doit rester libre. Pourquoi? Parce que le marché va inciter au progrès technique grâce à son système de prix. Tout à l'heure, on parlait de l'essence. Lorsque l'essence se raréfie sur Terre, son prix, petit à petit, augmente. Eh bien, la hausse de ce prix va inciter des entrepreneurs, inciter des entreprises à trouver des substituts. D'un autre côté, on a ces fameux théoriciens de la soutenabilité dite forte. Pour eux, le progrès technique, l'innovation est importante. Elle permet de réparer certains dommages causés par la croissance sur l'environnement. Mais pour eux, ce progrès technique n'est pas la solution. Le progrès technique ne peut pas garantir une croissance soutenable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le progrès technique ne peut pas se substituer au capital naturel, comme l'évoquaient tout à l'heure les théoriciens de la soutenabilité faible. Le progrès technique marche que s'il y a du capital naturel. D'accord? Pour qu'il y ait progrès technique, il faut capital naturel. Les deux sont complémentaires. Prenons l'exemple tout à l'heure de la voiture électrique. La voiture électrique est une innovation, mais qui ne fonctionne que s'il y a du capital naturel. Elle nécessite par exemple, pour faire sa batterie, des métaux précieux, du cobalt, qui relèvent du capital naturel. Les théoriciens de la soutenabilité forte nous disent donc attention, il faut faire attention à préserver ce capital naturel. Il faut faire attention à ne pas trop lui porter atteinte. Ils vont donc préférer des solutions comme limiter la croissance, encourager les énergies renouvelables, mettre en place des modes de vie qui soient beaucoup moins axés sur la consommation, sur la production matérielle. Et tout ceci dans l'optique de préserver, de protéger le capital naturel qui est essentiel pour qu'il y ait une croissance dite soutenable. En d'autres termes, ces théoriciens sont beaucoup plus en adéquation avec la définition du développement durable du rapport Brundtland. Alors voilà, pour conclure sur ce point, on peut dire que dans les deux cas, l'innovation, le progrès technique peuvent aider pour mettre en place une croissance durable, une croissance soutenable. La grosse différence, c'est que dans un cas, le progrès technique est suffisant pour que la croissance soit soutenable, mais dans l'autre cas, le progrès technique n'est pas suffisant. Il faut préserver le capital naturel.
Et c'est vrai que ici, pour montrer que l'innovation peut aider pour mettre en place une croissance soutenable, on a plein d'exemples aujourd'hui. On voit bien que l'innovation peut permettre de proposer aux consommateurs, aux ménages, des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement. Pensons à la voiture électrique qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à la voiture hydrogène, encore plus respectueuse de l'environnement. De la même façon, l'innovation peut permettre aux entreprises de beaucoup moins épuiser le capital naturel, de beaucoup moins générer des externalités négatives. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises, en axant leur production sur les énergies renouvelables, en utilisant beaucoup plus d'énergie dite renouvelable, peuvent beaucoup moins nuire à l'environnement. Enfin, dernier point, et c'est peut-être l'un des plus intéressants, on voit bien que le progrès technique aujourd'hui peut réparer certains impacts négatifs qu'a la croissance sur l'environnement. Petits exemples ici, les prototypes qui sont en train d'être mis en place pour recycler totalement le plastique semblent très intéressants. Autre aspect également intéressant, cette tour par exemple, mise en place en Chine et qui permet en réalité de purifier l'air dans un rayon de 10 km aux alentours, gommant tous les aspects néfastes que peut avoir la croissance sur l'environnement.